Bonjour, bienvenue sur notre nouvelle édition de la Web TV Kiltir, consacrée à la valorisation du patrimoine dans la zone océan Indien. C'est toujours un plaisir de vous recevoir en live, donc n'oubliez pas, vous pouvez laisser pendant cette séance vos commentaires sur la chaîne YouTube ou sur Facebook. Donc pour cette nouvelle édition de décembre sur la patrimonialisation culturelle, je vous emmènerai découvrir dans notre rubrique Culture et Solidarité, j'ai le droit de rêver, comment l'association Réunion Métis et l'association Harris ont travaillé ensemble dans le cadre du festival Réunion Métis pour faire découvrir notre patrimoine musical aux personnes sourdes et malentendantes. Ce sera aussi l'occasion de découvrir dans notre rubrique COSA, le patrimoine Pouzotte, comment l'association Simaguinvol participe avec ses actions à la sauvegarde et à la valorisation du darion, le jeu de cheval créole. Kiltir Live, c'est aussi la parole aux étudiants de l'université et à nos chercheurs. Donc, je vous emmènerai découvrir dans une rubrique Qui ça nous l'est, comment les étudiants de l'université ont pu s'approprier l'exposition boutique chinoise de l'inventaire régional pour montrer et mettre en valeur le patrimoine de nos boutiques chinoises pour que celles-ci perdurent dans notre paysage réunionnais. Et nous accueillerons sur le plateau notre invité chercheur Prosper Eve qui nous parlera de ses travaux sur le lien entre l'histoire et le patrimoine. Et puis ça sera l'occasion aussi d'accueillir Marilyn Champignol qui travaille aussi avec Prosper Eve sur la valorisation et la patrimonialisation d'espaces de la mémoire culturelle de l'océan Indien grâce à l'association Quartier Libre. Et puis nous aurons enfin l'honneur d'accueillir sur notre plateau le chanteur Alexandre Saya qui nous fera découvrir son univers musical volcanique entre tradition et modernité en créolisant les musiques électroniques. Et puis comme d'habitude, j'ai l'honneur de vous accueillir sur ce plateau entouré d'œuvres fantastiques. Et pour cette émission, nous avons décidé de mettre à l'honneur les œuvres de Louis-Georges Boyer qui travaille dans ses représentations comme véritable miroir entre la vie longtemps et notre patrimoine naturel. Découvrons ensemble le reportage. Je m'appelle Louis-Georges Boyer. Ça fait à peu près 25 ans que je peins. Je suis un artiste coté. C'est une des choses qui est assez rare ici à La Réunion. Pour moi, c'est une grande fierté parce que je viens d'une famille où on n'avait pas les sous pour m'apprendre à peindre. Et être arrivé à là, pour moi, c'est quelque chose de puissant et de fort parce que je pense à mes ancêtres. Dans ma jeunesse, j'ai habité à la Plaine des Palmistes. Pour moi, c'est comme un retour aux sources. Et ici, c'est magique, le brouillard. Parce que depuis que je suis petit, j'ai évolué dans le brouillard à la Plaine des Cafres. Donc le brouillard d'ici, les forêts et tout, ça me rappelle la magie de l'enfance. C'est ce côté mystérieux qu'il y a dans les forêts. C'est pour ça que la Plaine des Palmistes est très inspirant pour moi. Je peins la vie longtemps. Les cuisines au feu de bois, les cases en tôle, les cases en paille. C'est cette vie-là que je montre aux gens, mais cette vie que moi j'ai connue. C'est important dans le sens où c'est une culture méconnue, sous-estimée. Pour moi, une culture, c'est pas forcément être tiré vers le haut, c'est un système de vie. Et donc ça, c'est un de mes axes de peinture. L'autre axe, un autre axe, c'est les paysages. Il y a quelque chose de mystique aussi dans un paysage. Tout un chacun peut ressentir ça, parce que pourquoi on trouve un endroit beau et un autre moins beau? C'est ce ressenti-là que j'essaye de faire percevoir, et que je perçois, bien entendu. Je fais les forêts. Ça, c'est un autre axe encore. C'est toujours ce côté mystique que j'essaye de faire pénétrer dans les toiles. Vous marchez sur la mousse, vous détruisez la mousse, vous détruisez l'eau, parce que c'est la forêt qui fait qu'il y a de l'eau, qui va filtrer, etc.
Donc on ne se rend pas compte, je suis tout seul à faire ça, je casse une petite branche. Il y a 10 000 personnes qui cassent une petite branche et la forêt se détruit comme ça au fur et à mesure. Donc quelque part, je dis aux gens, vous voyez c'est comme ça là-bas. C'est pas la peine d'y aller, c'est comme ça. N'y allez pas. Vous avez une toile ici par exemple qui s'appelle Pour que la vie continue. Et la femme est représentée, martyrisée, marquée par le fait de donner la vie. C'est un sacrifice qu'elle fait à son propre corps. Parce que on est femme avant tout, avant d'être mère. Sans ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, ma mère, je ne serais pas là. Donc c'est une façon pour moi de leur rendre hommage. Voilà un peu les axes de mon travail, que j'appelle ça série tendresse. 30 secondes. Rendre accessible le patrimoine culturel pour tous, c'est ce que nous avons voulu mettre à l'honneur dans notre rubrique « J'ai le droit de rêver ». Alors sur le plateau, nous a rejoint Jessie Lebon. Bonjour Jessie. Bonjour Nathalie. Alors Jessie, dans quel univers culturel et solidaire tu nous emmènes aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va aller à Saint-Paul dans le cadre du festival Réunion Métis. On va aller rencontrer Luna et aussi l'association Aris Réunion. Alors découvrons ensemble la vidéo. Bonjour et bienvenue, nous sommes au cœur d'affaires de Saint-Paul et nous allons rencontrer Luna du festival Réunion Métis. Bonjour, alors je suis Luna Dupuis, chargée de production en événementiel du festival Réunion Métis. Je m'occupe également des projets socio-éducatifs que mène l'association tout au long de l'année. L'association Réunion Métis a été créée en février 2020 suite à un premier événement qui s'est déroulé en septembre 2019. Suite à ça, nous avons donc créé cette association qui a pour but et pour valeur première le vivre ensemble. Par le faire ensemble, on essaye toujours d'ouvrir nos champs à trois valeurs principales qui sont le monde de l'entreprise, le monde associatif et le monde artistique. L'association s'est rendue compte quand ces trois pôles étaient totalement liés, ça a donné de magnifiques projets et des belles intentions. Chaque pôle pouvait s'intégrer et devenir une force pour les projets à venir. L'association Réunion Métis a donc 14 projets cette année, projets socio-éducatifs. On a un petit peu augmenté les doses parce qu'on était à 5-6 projets en 2019. Donc on a des projets qui se réitèrent par rapport à 2019 et des nouveaux projets avec des associations et des écoles également. On a par exemple le projet avec des bouées solaires et l'école de la deuxième chance. Les bouées solaires, on les a utilisées en 2019. Qui était donc un dispositif qui était sur la mer. Cette année, on vient les réutiliser avec un artiste qui s'appelle Mikey Mike et une dizaine de jeunes de l'école de la deuxième chance pour pouvoir faire une scénographie. Alors, je m'appelle Aurélie Cagny, je suis déléguée régionale de l'association Aris La Réunion. Aris La Réunion fait partie de l'association nationale Aris France, qui veut dire Association régionale pour l'intégration des sourds. Alors, les missions de l'association consistent à apporter un appui à la communication aux personnes sourdes malentendantes selon leurs besoins, leur profil.
J'ai rencontré Luna par hasard, mais les rencontres ne sont jamais des hasards, puisqu'en fait, de par en fait, l'association, leur projet de vouloir valoriser le vivre ensemble et le faire ensemble coïncide complètement avec la volonté de l'ARIS de vouloir favoriser l'inclusion des personnes sourdes malentendantes dans la vie de la cité. Donc on a proposé, en fait, grâce à Aude, ma collègue interprète en langue des signes, le projet de proposer du chant-signe, c'est-à-dire de la traduction de chansons en langue des signes, avec 3 artistes réunionnaises que Luna nous a fait rencontrer avec la sélection de 3 chansons sur les 3 soirs du festival. En parallèle de ça, il y a en fait des ballons qui vont être mis à disposition, permettant en fait aux personnes sourdes malentendantes de ressentir les vibrations par la conduction, par l'air en fait. Et puis il y aura également un stand de l'ARIS qui sera là. Donc nous sommes là, je suis aussi interprète en langue des signes, et donc avec ma collègue Aude et puis mon autre collègue Audrey Damotte, nous allons être présentes aussi pour pouvoir informer le public sourd malentendant, traduire si besoin. On va essayer aussi de faire en sorte qu'ils puissent en fait évoluer sur le festival de manière libre et être rendus du coup aussi visibles par la même. Alors Jessie, merci pour ce reportage. C'est assez rare de voir des propositions culturelles pour les sourds et les malentendants. Dans quel cadre ça s'inscrit ? Alors là, on est dans le cadre du Festival Réunion Métis et selon moi, c'était important de mettre ce festival en avant parce que ce festival porte des valeurs, notamment les valeurs autour du vivre ensemble et avec le faire ensemble. Donc c'est pas juste vivre ensemble, c'est faire ensemble. Et la population réunionnaise est invitée à participer. Donc il y a une participation de la population au projet. Et l'un des projets, c'est un projet La Cour. Et le projet, en fait, c'est Donne un pied, ma plante à carreaux, qui a... En fait, comment ça se passe si tu as chez toi, si vous avez chez vous des pots de plantes, vous avez une plante en pot, vous pouvez dès demain, donc le festival se déroule le 3, 4 et 5 à Saint-Paul, au débarcadère, et du coup vous ramenez ce pot-là au marché couvert de Saint-Paul, où il y aura un lieu prévu à cet effet, où vous allez pouvoir déposer votre pot, et ensemble on va pouvoir construire un jardin. Donc c'est un jardin participatif, et à la fin de ce festival, la personne qui est chargée de ce projet travaille en étroite collaboration avec la mairie de Saint-Paul, et ces plantes vont être récupérées et distribuées dans des écoles ciblées. Voilà. Et la deuxième chose, pourquoi il était important de mettre ce festival en avant, c'était l'idée de l'inclusion. Et comme Luna l'a dit dans le reportage, ils ont travaillé, le Festival Réunion Métis a travaillé en étroite collaboration avec l'école de la deuxième chance. Et pour rentrer un petit peu plus dans les détails de ce public, en fait, c'est un public jeune en décrochage scolaire qui sort du système scolaire sans qualification. Et du coup, dans le cadre du Festival Réunion Métis, ils ont travaillé avec les bouées solaires pour dans un cadre artistique. Donc, on relie le social et le culturel ensemble, d'où pourquoi c'était important de mettre en avant ce festival. Et puis on a aujourd'hui sur le plateau l'association ARIS Réunion qui, dans le cadre de ce festival, va favoriser l'accès à la musique pour les personnes sourdes et malentendantes. Et donc c'est vrai que nous avons l'occasion d'accueillir sur le plateau Audrey Damotte, qui est médiatrice à l'association ARIS La Réunion, et qui est accompagnée aussi de Aurélie Cani, qui est en traduction, donc en double sur nos écrans, et qui va retranscrire en langue des signes toute notre rubrique. Donc Audrey, Merci pour votre présence. Donc Audrey, depuis combien de temps elle existe, l'association ARIS à La Réunion ? Eh bien, depuis 1 an. ARIS La Réunion, il est composé en fait de 3 personnes. Aurélie Cani, son nom signe c'est Or, qui est déléguée régionale de l'association et interprète en langue des signes. Aude Borsato, son nom signe c'est ça, qui interprète en langue des signes. Et puis moi-même,
médiatrice. Mon rôle consiste à accompagner les personnes sourdes, malentendantes, devenues sourdes, également des parents entendants, d'enfants sourds, pour que moi je leur donne toutes les informations nécessaires et aussi pour toutes les démarches administratives ou sociales, je les aide. Alors, j'ai déjà entendu parler de culture sourde. Qu'est-ce que c'est? La culture sourde, c'est en fait l'absence d'audition. C'est un rapport au monde visuel, c'est par des explications et du ressenti à partir de ce que l'on voit, de ce que l'on perçoit. Ce sont du coup ça passe par le corps, par ce qui est visuel, par ce que les personnes sourdes en fait se rejoignent dans la langue des signes, ces personnes sourdes signant la langue des signes et la langue du coup de cette communauté des sourds. Actuellement, il y a la Fédération des sourds de France qui est un événement fédérateur, les cafés signes, la JMS, les festivals également. Il y a beaucoup de choses qui sont significatives de la culture sourde. Au niveau artistique, on a aussi le Festival du Silence, le Festival Clin d'œil. Il y a des créations de théâtre, il y a des comédiens sourds. Et qui sont faits par les sourds, pour les sourds et aussi les entendants. Il y a IVT, qui aussi est célèbre. Il y a des expositions qui sont créées. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont rendues accessibles. Et donc, dans le reportage, on parle de chant-signe. Qu'est-ce que c'est que ce projet ? En fait, on a beaucoup travaillé pour ça, pour le chant-signe. En fait, l'équipe, on a échangé tous les trois sur il y a de la communication en langue des signes qui se fait au quotidien, mais là, on parle d'une langue des signes particulière, spécifique, adaptée pour rendre plus poétique, rendre la sensibilité, adaptée au rythme, adaptée au profil de l'artiste et de sa chanson, de son univers, pour qu'en fait coïncider les mots avec les signes. On a fait des corrections, on a fait beaucoup d'échanges et beaucoup de travailler quand même ensemble pour cela. Et c'est la première fois qu'on a ce projet à La Réunion, ce genre de projet ? Oui, c'est la première fois. Le chant-signe à La Réunion, c'est la première fois. Et on a en fait, pour la Réunion Métis, c'est aussi notre premier partenariat. Et la première fois aussi la première fois qu'il y a des interprètes sur le festival. Et ça a été compliqué à mettre en place ? Oui, il y a beaucoup de préparation en amont. En premier, l'interprète me lit le texte en français, que je m'imprègne des mots. Ensuite, elle me refait en signe. Moi, je traduis ensuite quel univers visuel rendre pour que l'image soit adaptée aux mots. La configuration des mains pour qu'elle soit rendue esthétique et pour que le public sourd, pour eux, c'est important de rendre cela. Et on a vraiment beaucoup travaillé sur la traduction mot à mot et pour que l'interprète aussi soit au niveau de ses mains, au niveau de sa gestuelle. J'ai fait des petites corrections avec chacune pour que le public sourd soit vraiment satisfait de cette prestation. Et est-ce qu'il y a beaucoup de propositions culturelles pour les sourds ou les malentendants à La Réunion ? Ici, à La Réunion, il y en a très peu. C'est même rare. Je vois peu de choses proposées. Il y a l'association Aora, qui se signe comme ça, qui propose des visites guidées accessibles en langue des signes française, sur différents endroits de l'île, dans des musées, dans des jardins. Mais aussi en France, surtout, il y a énormément de choses proposées, même dans le monde, au niveau international. Des comédiens sourds, de l'art, des réalisations, des reportages, beaucoup de créations. Et que ce soit avec des sourds, avec des entendants ou entre sourds. Et ici, à La Réunion, j'aimerais qu'il se passe la même chose qu'en métropole. Il faut se battre pour cela, pour faire évoluer les choses, pour rendre les personnes sourdes visibles et qu'il y ait plus d'accessibilité pour la culture, pour les personnes sourdes malentendantes. C'est important pour l'intégration.
Ah oui, hier soir, au Panthéon, la chanteuse, il y avait 60 enfants qui traduisaient, qui chantaient pour rendre hommage au Panthéon. Et hier soir, j'ai vu ça et c'était magnifique. D'ailleurs, Jessie, c'est vrai qu'on voit un peu plus sur YouTube des propositions aussi pour ce public. Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai que lorsqu'on est dans le monde des entendants, donc moi je fais partie des mondes des entendants, et quand on va aller voir un concert, on va écouter la musique, on va écouter la voix, on va écouter les instruments. Et lorsque j'ai eu la possibilité de faire ce reportage, je suis allée me questionner sur comment les personnes qui sont malentendantes ou sourdes pouvaient accéder à la musique. Du coup, j'ai fait un petit peu mes recherches et j'ai découvert sur YouTube des personnes qui prennent aussi des initiatives autour de comment transmettre les paroles et la vibration de la musique, comment les personnes sourdes et malentendantes vont pouvoir accéder à cette culture. Et du coup, on a, si vous voulez faire quelques petites recherches et voir un petit peu ce qui existe, on a Letty qui travaille aussi le chant-signe, on a Bachir, Safi et Aliza Msika, on a Rémi qui fait des comptines, et on a aussi les 10 doigts en cavale. Du coup, j'ai découvert un petit peu ce monde-là très rapidement, et en continuant un peu mes recherches, j'ai découvert une jeune femme qui est à l'école des Beaux-Arts à Lyon. Elle s'appelle Cassandra Figueras et elle a construit un prototype d'instrument, le body bass. Et le body bass a comme particularité d'embrasser le corps, en fait, d'être vraiment construit pour épouser la forme du corps de la personne qui va jouer, donc la personne sourde ou malentendante. Et du coup, le corps va venir faire caisse de résonance, et la musique se transmet par la vibration au-delà de l'ouïe. Donc, alors là, c'est très technique, mais l'association Harris Réunion, dans le cadre de Réunion Métis, a utilisé, entre guillemets, tout simplement des ballons de baudruche pour essayer de transmettre la vibration. Voilà. Audrey et Aurélie et Jessie, merci beaucoup pour ce beau reportage. Et puis, Kiltir Live, c'est aussi l'occasion de vous présenter nos belles expressions créoles avec un Kosasa. Bonjour La Réunion, comment il est? Jordi nous l'est dans le Grand Marché pour un nouveau numéro de Kosasa pour découvrir des nouvelles expressions créoles. Allons. Quand il cause avec boucané, saucisse il reste pendillé. Quand il cause. C'est quand il parle? Quand il parle? Ouais. Avec la bouche pleine? Ça me met juste l'eau à la bouche. Non, là, il n'y a rien qui me vient. Ouais, non. Ah, il veut dire chacun à sa place. Et il veut dire, elle n'a pas cause avec vous. Cause ou pas mal dans les histoires des autres, je sais pas moi. On est en train de suspendre des saucisses. Vous allez me le dire. Qui parle de... je sais pas. Voilà. À La Réunion, lors d'une discussion de groupe, une question est adressée à une personne bien définie. Celle-ci n'a pas encore répondu, qu'une tierce personne intervient inopinément pour répondre à la place de l'autre personne. Cet acte est très peu apprécié et le lanceur de questions interjettera à l'intrus cette expression. Quand il cause avec boucané, saucisse il reste pendillé. L'expression équivalente est « on parle au charcutier » et c'est l'andouille qui répond. Expression créole comme patrimoine, c'est l'occasion pour moi de lancer la prochaine rubrique, Kosa le patrimoine posote. Stéphane Bocquet nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Stéphane. Bonjour Nathalie. Alors Stéphane, quel patrimoine tu nous emmènes découvrir aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je m'amène à sur Saint-Pierre pour découvrir un patrimoine qui s'appelle le Darion ou le Daillon, qui ressemble clairement au jeu de cheval et qu'on appelle aussi le jeu de cheval créole. Voilà, du côté de Saint-Pierre, Jolifond, Basse-Terre. Alors découvrons ensemble la vidéo. Moi, je m'appelle Odilon.
m'a grandi la Ravine Blanche, un quartier de Saint-Pierre. Depuis mon station Simon Gaval, depuis plus de 25 ans, hein, mais souvent je suis Bastère. Là aujourd'hui, nous sommes là, dans le parc tardif, où ça l'association nous l'est. L'association est là pour militer pour la culture rayonnaise, à travers la musique, le morin, le culinaire, j'ai longtemps, justement, Daillon, la salvette derrière nous là. Tu vois? Voilà. Là, c'est le lieu où nous retrouvons à nous. Alors, le Daillon, comment on m'a découvert, depuis le marmaille, moi, ça va, je vois ton joué ça, mais longtemps, tu joué ça à terre. À terre. Souvent, moi, je passe en ville, par exemple, en ville Saint-Pierre, côté la poste, c'était le gros, le central, ça, la poste Saint-Pierre. À terre, tu es tracé avec la craie, par rapport à tes charbon ou bien la chaux, tu joué ça à terre. Et moi, je suis cueilli, je viens regarder, jouer ça. Et c'est comment on l'apprendre. On a la Véravine Blanche, ou la VTS5, Grand Bois, on a plusieurs quartiers sur Saint-Pierre. Mais là, comme là, c'est vrai qu'il commence à perdre un peu. Mais nous, chez Mongavol, nous connaissons aussi l'association chez Grand Bois, tient encore, tient beau avec, pour pas que les affaires, ça va justement pas que les affaires perdent. Et après, nous, l'association aussi, comme notamment des autres, nous, comme nous militons pour tout ce qui dit la culture rayonnaise, le Daillon, lié dedans aussi, c'est comme c'est les jeux longtemps. Voilà, donc à nous, Simon Gavol, aussi, sur Simon Gavol, on a plus de 25 ans, nous, nous faisons ça aussi. Nous voulons retransmettre ça de bonne maman, il vient derrière, comment tu vois, il ne faut pas oublier le jeu longtemps, c'est un jeu de tradition, la Réunion, ça, il ne faut pas oublier ça. Donc, moi, 7 millions de Daillon, c'est que il maintient le lien social là. C'est-à-dire qu'à travers le Daillon, nous rencontrons ce qui se passe dans la journée. Nous connaissons une communion, un baptême dans le quartier, un mariage, un service cabaret, un cabas par là. Voilà, l'actualité quoi. Voilà, et c'est ça notre travail, on ça l'est bien. Et il tient le lien social. Voilà. Ah, Dieu, laisse là. Écoute pas, on a le grain bas. Ah, vraiment, on a le grain bas, vous pouvez là derrière. Comme les ressemble un peu, si ça tu connais, le jeu de cheval. Voilà, on a un peu son code aussi. Voilà, ben c'est à peu près pareil. Mais sauf que nous, on n'utilise pas le dé, on utilise le grain tamarin. Voilà, à quoi on a un peu de tamarin, nous prenons le grain à la main, nous frottons ça, moitié-moitié. Nous gardons le moitié rouge, le moitié blanc. Et après, les codes nana, c'est que le premier, c'est 16 jeux à 4 ça. Le premier à rentrer, il donne ses conditions. Et les conditions, voilà, il fait que pour que la partie se passe bien, l'obligé d'avoir une condition. Quand ça il rentre, c'est As, ou 5, 12, ou 6. Voilà. Et quand ça le cas, c'est des fois il arrive le cas, le grain, les moitiés. Cas blanc, cas rouge, tous ces jouets, parce que c'est un peu stratégique ça. On a 3 pions, les 3 pions on est sur la table, il faut déplacer. Mais le camarade il fait un spray, bouscule un peu pour que dans la tête vous folle et puis tout ce grain. Mais sur tout ce grain, c'est tous ces jouets. Et des fois par la place, vous tous ce mauvais grain. Donc voilà, on a des techniques comment. Voilà. Donc voilà, c'est ça, le code, il faut toujours une condition avant de commencer à partir. Et le premier rentre, c'est qui donne les conditions. L'association, il intervient beaucoup dans l'école pour le jeu longtemps. Bon, on n'a pas que Daillon, hein, mais dans Daillon, il fait partie dedans. Et puis tous les soirs aussi, tous les soirs, quand nous jouons dans le quartier, juste en haut, là, hein, le soir, nous jouons tous les soirs, la maman, il vient garder. Et la maman, il entend nous demander la place. Ouais, c'est toujours une transmission quand même. Quand nous avons fini, il dit, maman, j'ai un coup, on a gardé nous. Et c'est comment nous transmettre ça. Et si Bana n'a pas compris, nous prenons le temps que ça. Hein? Et c'est important de transmettre parce que c'est ça qui va faire qu'il va maintenir la tradition. Mais tant que moi sera vivant, on va batailler pour ça. Alors Stéphane, le Darion fait partie en fait de notre patrimoine réunionnais, mais qu'on connaît très peu. Quel discours on a derrière en fait ce patrimoine ? Totalement, c'est un patrimoine qui est resté à croire sur un territoire qui est le territoire du Sud. Sur ce territoire du Sud, il y a des quartiers dans la genèse même de la ville liés avec des usines, des espaces de propriété, et où ça, de monde la réapproprie à autres. Par exemple, là ici, le jeu de cheval.
et ils ont la créolise des affaires. Voilà. Ils ont la créoliser, ils ont la mettre d'autres conditions, ils ont la mettre d'autres règles sur les fondements même du jeu de cheval. Ils ont l'appropriation des éléments naturels, là, comme il dit, le grain de tamarin, qui remplace le dé. Au lieu de lancer un dé, c'est 6 grains de tamarin que ils frottent à terre, un côté blanchi, un côté reste verni, et en lançant, le nombre de grains blancs qui sortent, c'est le nombre de chiffres qu'on va déplacer, les pions. Les pions, ça peut, là, en l'occurrence, c'est des petits galets ou des petites rondelles de vis. Alors, à l'époque, c'était des coquillages. Voilà, donc on a ce rapport avec la nature, avec l'environnement, avec qui est terrestre, maritime, ainsi de suite. Et là, nous voyons que ils jouaient sur un plateau. Les gramoun, tétrasac avec du charbon, voire avec de la craie, peut-être même avec de la chaux. Donc, à chaque fois, il adapte, il réadapte, il réinvente. Et du coup, il vient quelque chose qui transmet, qui a une valeur sociale, qui renforce le lien social, qui renforce aussi l'échange intergénérationnel. Donc, du coup, c'est un outil, au fait, qui marque, au fait, le lien du territoire. Voilà. Et qui passe, du coup, comme un héritage, pour de moun, qui est associé au sein d'une association ou pas, et qui devient important pour les autres pour pouvoir retrouver les autres, rencontrer, échanger, comme il dit, pour un nouvel, pour un décès, pour un service cabaret, et ainsi de suite. Et il attire du coup aussi les jeunes marmailles qui du coup créent tout un cortège, tout un suivi de transmission. Voilà. Et donc c'est un jeu qu'on retrouve uniquement dans le sud, dans les quartiers du sud ? Alors effectivement, il faudrait maintenant fouiller, explorer, voir un petit peu. Ça serait une piste, une très belle piste d'ailleurs, de voir un petit peu comment il fonctionne. Mais concrètement, oui. Aujourd'hui, il est identifié que sur Saint-Pierre. Voilà. Et l'association Simagavol, en fait, par des actions de quartier, on l'a vu là dans le reportage, par les écoles, essaye en fait de transmettre cette tradition. Tout à fait, parce que Odilon qui en parle dit qu'il connaît ça depuis 25 ans, et c'est ça que la garde, au fait, ce groupe de Dallon qui connaît Azote du coup depuis 25 ans, la garde Azote unie comme ça, et par le fait, au travers d'une association, donc ça a créé une veille citoyenne et patrimoniale que est là et qui maintient ces traditions-là et cet héritage et ce patrimoine sur le territoire, et au travers d'actions dans le scolaire, au travers d'événements que vous organisez une fois par an, vous avez fait un concours d'Arion aussi, et au travers de tous les ronds d'Arion que vous avez fait tous les soirs dans les quartiers, dans la vie de tous les jours. Effectivement, il fait vivre Ali depuis plus de 25 ans maintenant. Et l'important pour eux. C'est vrai qu'au fil des reportages, Stéphane, on voit beaucoup l'action des associations de quartier qui valorisent le patrimoine. Est-ce qu'à La Réunion, on peut dire que les associations ont un rôle important dans la patrimonialisation ? Totalement. Les associations, c'est quoi ? C'est c'est des citoyens. C'est des citoyens qui habitent sur un territoire et un territoire qui a été fabriqué pour une vocation autre ou pas. Voilà. Sur ce territoire, ce monde qui vivent avec là, vous avez créé des choses, vous avez recréé, vous avez inventé, vous avez réinventé des choses que du coup, il fait sens pour eux autres et que les autres, il fait vivre et ils transmettent ainsi de suite. Donc, c'est autres les premiers au contact de ces patrimoines de La Réunion ou même du propre territoire. Et c'est autres que va faire vivre ça et au travers des associations qui ont un support juridique, ça va remonter ça ensuite vers le plus haut où l'institution reprend le relais ensuite. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on a de plus en plus une écoute au niveau des associations pour la patrimonialisation. Est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'il faudrait en fait leur donner d'autres espaces peut-être pour exprimer cette mise en valeur du patrimoine ? Totalement. Mais je pense que ces associations-là, ce bon monde-là, ce bon citoyen, ils doivent être dans tous les projets, pas seulement sur la valorisation, mais aussi sur l'aménagement du territoire. Comment aménager un territoire en respectant justement les éléments ou les espaces qui font sens pour les citoyens et pour la population. Là, si on coupe tout pied tamarin dans le parc Tardif, il est sûr que ça devra inventer autre chose, mais il n'a plus de sens pour ce bon monde-là, il n'a pas de sens pour eux de couper tous ces tamarins-là, ou d'urbaniser cet espace-là, ou de changer la donne, changer l'espace et changer tous les éléments qui composent l'héritage et le patrimoine pour eux. Donc l'aménagement doit prendre en compte l'occupation d'espace par les citoyens. Merci Stéphane, en tous les cas, pour cette belle découverte, le Darion, notre jeu de cheval créole. Et je me pose même la question, est-ce que nous avons en fait une association qui sauvegarde les expressions créoles ? C'est l'occasion pour moi de vous lancer la prochaine rubrique sur le Kosasa. Ou donne un pied, il prend le carreau. Alors, on donne comme ça, il prend comme ça, donc on laisse faire un petit peu et en fait les gens ils abusent un petit peu, ils prennent un petit peu trop, je crois. C'est pas genre tu lui donnes la main, il prend le bras ou un truc comme ça? Est-ce que ça ressemble à quand on donne la main, il prend le bras, c'est ça? Alors, est-ce que quand il donne
quelque chose, il prend tout le reste. Ou quand on donne petit, on prend grand. Ah, ben nous, dans notre jeunesse, hein, quand il donne un morceau, on ne contente pas de ça au gagne, mais on veut encore un peu plus. On vous donne quelque chose, vous prenez tout. On lui donne la main, il prend le bras. Ça veut dire, par exemple, quand vous donnez un petit, bah là, il veut prendre plus. On accorde une faveur ou une aide à une personne qui va profiter pour en abuser et se servir à outrance. L'équivalent français de cette expression est « on lui donne le doigt et il vous prend le bras ». Ah, nos belles expressions créoles qui sont les expressions de Qui ça nous l'est. Et donc c'est l'occasion aussi pour moi de vous lancer la rubrique sur Qui ça nous l'est à l'université. Alors sur le plateau, nous a rejoint Lucie Waro et Naomi Vidot, qui sont étudiantes en licence information et communication. Bonjour. Bonjour. Donc alors aujourd'hui, vous nous proposez une vidéo que vous avez réalisée dans le cadre d'un de vos enseignements, c'est bien ça? C'est bien ça. Alors, on a tourné cette vidéo dans le cadre d'un cours de médiation culturelle. On avait comme sujet le riz, qui est un ingrédient fondamental, essentiel à la culture et à la cuisine réunionnaise. Et du coup, à travers ça, on a mis en lien l'expo 10 boutiques chinois que M. Riberot nous a fait découvrir. Il faudrait peut-être rajouter quelque chose. Oui, qu'est-ce que c'est en fait cette exposition? Comment vous l'avez est-ce que vous avez eu l'occasion de découvrir l'exposition? Oui, on a eu l'occasion de la visiter et justement, c'est à travers le fait qu'on ait vu tous ces éléments qui peuvent composer une boutique chinoise qui nous a donné l'inspi et de faire un jeu de rôle en fait. Via une vidéo, on a mis nos amis, nous-mêmes en action et puis voilà. Donc une mise ça en a scène. abouti à une vidéo du coup. Enfin, ouais. Une mise en scène en fait de ce que vous avez pu observer lors de cette visite de l'exposition. Et d'ailleurs, quelle impression vous avez eue lorsque vous avez visité cette exposition? Pour ma part, ça m'a fait un peu replonger dans mon enfance quand mes parents partaient dans la petite boutique chinoise du quartier. Et c'est assez impressionnant quand même de revoir ça dans une expo. Moi, je m'étais pas rendu compte que ça disparaissait en fait. J'avais l'impression que c'était vraiment, que c'était toujours là, mais on se rend compte que, petit à petit, ça s'en va et qu'il faudrait peut-être préserver cette mémoire en fait. Donc une mise en scène des boutiques chinoises. Donc découvrons ensemble le travail que vous avez effectué pour valoriser notre patrimoine. C'était pour faire en fait un sport du riz, s'il vous plaît. Alors, do riz normal. Voilà. C'est tout? T'as pas besoin de nos affaires? Si. Safran. Oui, safran aussi. Sel, tout est là-bas. La gros pain aussi, si ça tu veux. Du coup, là, je te prends. Je vais commencer là-dessus. Ça fera combien, s'il te plaît? 7,50 €, s'il vous plaît. Jacques! Ah, il prend pas la carte ici, madame. Hein. On s'en sort. C'est quoi le délire? Ça, madame, c'est pour compter. Vous l'avez jamais vu? Allons voir dehors. C'est un instrument, un outil que les Chinois utilisent pour compter. Vous connaissez la 4, 3, 2, c'est bien. Au revoir, bonne journée. À la prochaine. Alors sur le plateau, nous a rejoint Jean-François Riberot et Éric Alendroit. Bonjour Nathalie. Bonjour. Donc Jean-François, on voit en fait sur cette vidéo que c'est au final, suite à la visite d'une exposition, les boutiques chinoises, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est une exposition qu'on a mis en place, service régional de l'inventaire,
avec la Fédération des associations chinoises de La Réunion et le Conseil d'architecture en urbanisme et en environnement de La Réunion. Et cette exposition essaye de remettre en visibilité la boutique chinoise dans son environnement patrimonial sur l'ensemble du territoire de La Réunion. Parce que ce que les filles ont dit, Naomi et puis Lucie, c'est très vrai. On observe une disparition. Et cette disparition, malgré tout, elle permet de voir que la boutique chinoise reste quand même dans l'univers des Réunionnais. Et donc c'est vrai que là sur la mise en scène qu'on a vue, donc c'est un jeu de rôle qui a été effectué. Ça fait partie de la médiation, ça, pour faire découvrir notre patrimoine. Oui, ça fait partie dans les discours de la médiation. Souvent, on a l'habitude de faire des explications, de donner des raisons, de dire du pourquoi, du comment, et surtout de faire appel à des experts, à des autorités qui vont tout nous raconter. Là, l'objectif, il est un petit peu différent. C'est que des personnes comme des étudiants s'approprient une exposition, la retranscrivent dans leur univers et finalement nous font partager leurs sensations, leurs ressentis dans un contexte un peu dirigé qu'est le jeu de rôle et la scénarisation par la narration. Donc l'exposition, elle est toujours actuelle. Il y a des visites qui sont organisées. Oui, en ce moment, elle était ouverte le 17 septembre pour les Journées du patrimoine. Elle est ouverte jusqu'au 31 décembre de cette année et ensuite elle va avoir une itinérance dans l'île. Ça, je veux dire qu'on aura l'occasion d'apporter des éléments de communication par rapport à ça. Donc Eric, vous êtes chargé de l'inventaire du patrimoine immatériel à la région. En quoi consiste votre rôle ? Alors c'est un travail déjà très passionnant puisqu'il s'agit d'aller vers les acteurs du patrimoine, les acteurs culturels, les acteurs du développement, voire même les acteurs économiques, pour mettre en avant toute la dimension du patrimoine culturel immatériel que n'a la Réunion. Donc on ne peut passer à la cuisine, on peut passer aux connaissances liées aux plantes médicinales, on peut passer dans les rituels, dans les différents types de services que l'on a, dans la musique, dans le chant, dans le conte. En fait, tout ce qui fait que les gens, ils sont en zot un moun, ils sont en zot réunionnais, ils sont en zot faire identité, faire lien, et nous mettent en place de la formation, parce qu'il y a une méthodologie pour faire ce travail de connaissance et de valorisation. Nous met en place des chantiers, tout simplement, et nous réalise des inventaires de patrimoine culturel et matériel. Et puis, il y a aussi des interventions ici et là, dans des colloques, à l'université. L'idée générale, c'est de dire que en 2003, l'UNESCO, il met tout le monde d'accord en inventant cette notion de patrimoine culturel et matériel. Et c'est un pas géant, ne mesure pas toujours, mais c'est vraiment un changement radical sur la façon dont on regarde le patrimoine jusque-là, jusqu'à 2003. Nous l'est plus dans l'objet comme objet culturel, mais nous aidons à regarder les processus qui créent le patrimoine. Et donc, du coup, nous l'est plus sur l'authenticité, mais nous l'est sur la façon dont les gens réapproprient aux autres ce que d'autres y fait. Nous l'est plus dans le statique, dans le figé, le monumental, dans le matériel, nous l'est dans le dynamique, dans le vivant, ce qui est présent, ce que les gens sont en train de faire, et que les visibles, qui fait vivre aux autres et qui donne toute cette dimension de notre humanité. Et nous l'est plus dans quelque chose que souvent en jeu, la notion en fait de pouvoir. C'est plus les autorités qui disent ça c'est patrimoine, ça c'est pas patrimoine. Les baser sur les communautés, non plus les institutions. C'est vraiment à partir des gens que cette notion de patrimoine culturel immatériel y émerge. Et c'est un travail de 30 ans. L'UNESCO n'a pas fait ça d'un seul coup. Donc pendant 30 ans de discussions, de négociations, pour arriver à mettre tout le monde d'accord sur le fait que le patrimoine il peut être regardé totalement autrement. Et donc comment on fait pour justement pour l'exposition boutique chinoise de mettre en avant justement cette dimension immatérielle? Comment vous avez procédé? Nous ça va vers les gens, puisque c'est la base même du patrimoine culturel immatériel, la pratique, les savoirs, les savoir-faire et les personnes qui portent ça. Donc nous sommes repartis vers ce qu'on a appelé des témoins. Nous avons fait sur 5 personnes, dont une qui était toujours en activité, une commerçante, sur la Saline Léo. Et les autres n'étaient plus en activité, mais qui avaient encore une vraie fraîcheur sur le travail que vous avez fait pendant 30, 40 ou 50 ans. Et ce qui était intéressant de faire là, c'était surtout de voir ce que les gens avaient développé comme capacité. Ce que ces commerçants chinois, réunionnais, l'avaient développé comme capacité à travers d'autres activités. Et nous voit que c'est des capacités extraordinaires d'entrepreneurs.
Et c'est quelque chose qui peut relever d'un patrimoine culturel réunionnais, puisque là, nous avons des personnes que les issues de l'immigration ou descendants, ou bien des personnes directement venues de cantons. Donc, nous avons mis en place tout un processus d'adaptation. Et il était intéressant d'observer comment, par la solidarité, puisque nous atterrissons souvent dans des groupes que les déjà constitués ici à La Réunion. Nous avons mis en place un principe que les très intéressant, ils appellent ça, et dans la littérature, on va dire, ils appellent ça comme ça aussi, le frigidaire du dimanche soir. C'est-à-dire que, regarde le frigidaire le dimanche soir, il n'y a presque pas rien dedans. Et là, pour le coup, ça va pas la boutique chinoise parce qu'il est fermé et de plus en plus n'a plus sur la terre à La Réunion. Et donc là, réussir à mettre en place ce principe de faire avec ce qu'on est là. Et c'est une valeur très, très, très forte et très réunionnaise puisque nous évoluons dans un environnement d'économie de survie. Nous avons mis en place quelque chose d'autre que je trouve vraiment à transmettre. C'est cette capacité à pas chercher à spéculer sur l'avenir, sur le futur, mais à le faire, l'agir. Et ça, l'important dans notre situation, ça est très difficile d'avoir de la visibilité sur demain. Donc, commence par agir aujourd'hui. Nous avons mis en place un autre élément que pour moi, c'est un savoir aussi très important à transmettre. C'est la capacité de transformation. À partir des coups de con, des situations difficiles, qu'il soit un cyclone ou un prêt que vous n'avez pas gagné, ou bien tout simplement en écoutant les futurs clients, qu'elle avait des besoins qui ne pouvaient pas être répondus parce qu'elle n'avait pas l'auto, parce qu'elle n'avait pas de moyens de conservation. Donc, ils transformaient ça en offre. En offre, vous voulez un moto, ben ok, mais trouvez un moto pour vous. Ou vous voulez un frigidaire, ok, mais trouvez un frigidaire pour vous. Vous voulez de la quincaillerie, ben amène la quincaillerie pour vous. Donc, ce principe de transformation. Et d'autres encore, hein, d'autres valeurs que les là. Et ça, les constitutifs d'un patrimoine culturel immatériel. Et que pour moi, il est extrêmement important de cultiver et de transmettre aux futures générations et même des gens que aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est boutique chinois. C'est pas que le côté architecture, le côté des objets, le côté un peu caravane d'Alibaba, que est très intéressant, mais c'est aussi les processus créatifs. Des personnes issues souvent de conditions extrêmement modestes, et qu'aujourd'hui, quand on regarde, on nous dit, banane à l'argent, mais attends, derrière, c'est tout un travail, tout un processus, et c'est un nombre de principes que je viens d'évoquer. Et que vous avez aussi, qui sont exprimés dans un reportage là, qui a été effectué. Regardons d'ailleurs. Allons regarder, ensemble, allons en reportage. image regarder l'affaire en question avec Gustave Chawinkai. Pour les produits aussi, parce que c'est moi qui décide, analyse quel produit qui va attirer le client. Le client, le plus important, c'est le service, la qualité. Il veut la qualité. Et en discutant avec des amis que je connais assez bien, pour voir l'événement, le futur, que ça, quel chemin il faut continuer. Et puis moi-même, j'ai voyagé un petit peu pour rouvrir l'esprit, pour analyser un petit peu comment sera le futur de mon travail. Mais au début, j'ai travaillé en famille. Quand en supérette, j'ai travaillé en ouverture, j'avais 5-6 personnes. Et j'ai terminé à 12 à 14 personnes. À tous mes employés travaillaient jusqu'à la fermeture des travailleurs. Plus de 20 ans, 15 ans, 20 ans de service. Je ne vais pas quitter. Des bons travailleurs, j'ai payé le sort de garçon, j'ai payé le permis. J'ai acheté le terrain pour lui construire. C'est moi qui ai payé. J'ai fait payer son permis. Mais il a reconnaissance. Hein. Même après fermeture, 15 ans, 20 ans après, il nous respecte. Il nous trouve partout. Nous avons tous les employés, anciens travailleurs, jusqu'à maintenant, il y a contact. Mais il y a souvenir, c'est bien réussi. Il ne faut pas dire bien réussi, mais bien travaillé pendant une vingtaine d'années. Je suis content à cette époque. Mais maintenant, au fur et à mesure, modernisme a dépassé. Nous sommes dépassés par les grands magasins envahis, mais au fur et à mesure, c'est pour ça que je préfère arrêter.
Alors Eric, on voit ici avec le reportage que la parole effectivement des communautés est importante. Et est-ce qu'on peut dire dans la patrimonialisation culturelle qu'il y a toujours un peu ce conflit entre le matériel ou l'immatériel? Comment on compose avec ces deux dimensions? C'est une question de mentalité, c'est une question d'éducation. Nous, dans notre approche, la bonne opposition et encore moins de conflit. Mais par contre, il faut aider à déconstruire cette construction sociale, puisque la pointe d'un côté, le matériel, et d'un côté, l'immatériel, elle est imbriquée. Mais maintenant, c'est à nous d'apprendre à regarder les choses dans la complexité, dans la complétude, et non pas d'un côté le matériel, d'un côté l'immatériel. Ou je sais pas, pour prendre un exemple on va dire le plus fort, je sais pas, une cathédrale comme ça, très monumentale, très physique, hein, et donc la porte d'entrée, ça va être le matériel. Mais l'ensemble des savoirs qui est associé à la construction de la cathédrale, à la vie de la cathédrale, la porosité avec le quartier, toute cette dimension-là, on peut aussi mettre en avant et donc associée à la cathédrale. Elle n'est pas comme ça un objet inerte et souvent de notre façon par un objet qui serait, on va dire, immatériel. Mettons la musique ou Maloya. Eh bien, Maloya n'est pas fait sans les instruments de musique. Et les instruments de musique n'est pas fait sans un savoir sur les matériaux, sur la peau, sur le bois, etc. Donc, c'est toujours imbriqué. Mais la façon de regarder le monde jusqu'à à peu près au moins 2003, et encore un peu aujourd'hui, c'était de hiérarchiser. Hiérarchiser les cultures, hiérarchiser les choses et déconnecter les gens de notre environnement. Un des apports principaux de la Convention de 2003 de l'UNESCO avec le patrimoine culturel immatériel, c'est de reposer ça et de redéplacer le regard sur l'ensemble de ces choses-là. Et quelque part, c'est de créer de l'unité. Après, il faut du temps. C'est pour ça que nous on fait de la formation, c'est pour ça que notre colloque, séminaire, de la recherche, parce que c'est un travail de tout instant, parce qu'il est difficile de changer. Mais c'est une invitation à changer le regard. Et pour terminer, le terme de l'UNESCO, c'est bien la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel et matériel. Il n'est plus dans le registre de la protection. Il ne cherche pas à figer les choses, mais beaucoup plus à engager les acteurs, à commencer par les praticiens, à mettre en place des actions qui assurent la viabilité de la pratique, quelle qu'elle soit, que ce soit la connaissance de l'univers, que ce soit l'artisanat, que ce soit la technique, n'importe quelle chose, le moringue, etc., c'est toujours mettre une dynamique de coopération, une dynamique de vitalité. Et c'est la force de ce type de patrimoine. C'est le vivant. Et Jean-François, tu as participé à la scénographie de l'exposition. Comment, justement, dans cette visite, on nous emmène sur cette relation entre l'immatériel et le matériel? En fait, on fait un parcours virtuel sur l'ensemble du territoire à travers la rencontre de 6 boutiques qu'on va présenter. Alors il y en a une qui est située au Colimaçon à Saint-Leu, une autre au Terrain Fleuri au Tampon, une autre à la Saline Léo, une autre au Petit Saint-Pierre à Saint-Benoît, à côté de Sainte-Anne, et comme à Saint-Denis c'est la capitale, et bien ma foi, 2 boutiques sur Saint-Denis, l'une en centre-ville et l'autre du côté du Chaudron. Alors ces 6 boutiques, on les présente d'une manière un peu particulière, puisqu'on propose 3 formes de visite. Une première visite qui est une visite guidée. Alors je suis en train d'essayer de retrouver l'écran. Voilà, une visite guidée à l'intérieur de laquelle ce qu'on va voir à l'écran, voilà, on se laisse guider et lorsque voilà, la visite démarre, on a un accompagnement sonore qui est soit un accompagnement d'une chanson, qui peut-être compère chinois rendement monnaie, ou une version instrumentale d'ailleurs, ou alors un commentaire qui est issu justement des entretiens qu'Éric avait fait avec les personnes sur le rôle social de la boutique, sur la question de la transmission, sur la question de la difficulté des boutiquiers chinois, parce qu'il ne faut pas non plus croire que les boutiques chinoises sont aussi faciles. Et puis voilà, deuxième façon de pouvoir regarder, visiter, c'est une visite à l'intérieur de la boutique où on va pouvoir entrer
Voilà, cette fois-ci, entrez dans la boutique, la regardez et vous voyez sur les petits points qui vous donnent des informations. 3 types d'informations sont données, 3 niveaux de lecture finalement. Des niveaux de lecture concernant la culture chinoise avec le calendrier chinois. D'autres éléments qui sont sur les savoir-faire. Eric en parlait tout à l'heure. Sur par exemple là, le thé vert, et puis aussi ou la sauce d'huître, ou alors même sur les bonbons gras, sur d'autres éléments, et puis aussi sur l'architecture, puisque la boutique chinoise c'est aussi une forme d'architecture un peu particulière. Et enfin, une 3e visite qu'on peut proposer, c'est une visite experte, et à l'intérieur de cette visite experte, vous voyez ici au niveau de l'écran des relevés que l'on a fait avec un procédé qui s'appelle soit la photogrammétrie, soit la lasergrammétrie. Ce sont des dispositifs un peu complexes, mais qui sont des relevés photographiques et des scanners qui nous permettent de pouvoir retrouver à partir de nuages de points l'intégralité de la boutique chinoise telle qu'elle est dans son environnement. Ensuite, on peut aussi enlever cet environnement et pour ensuite pouvoir retrouver ce qu'il y a à l'intérieur, et à ce moment-là, on travaille sur des relevés d'architecture, des relevés anthropologiques, et puis aussi des notions d'inventaire pur et dur. Voilà un petit peu les discours que l'on a pu mettre en place, si vous voulez, des discours que la boutique offre elle-même à qui sait regarder, qui sait lire, et du coup des clés de compréhension qui permettent de mieux comprendre ce qu'on voit et ce qu'on ne comprend pas toujours immédiatement. Voilà. Donc cette dimension immatérielle qui permet effectivement de faire vivre un patrimoine qu'on dit plutôt figé lorsqu'on est sur du patrimoine matériel. Jean-François et Eric, merci beaucoup pour votre rubrique. Merci à vous. Et puis, c'est l'occasion pour moi de me poser la question, est-ce que les expressions créoles, c'est du patrimoine matériel ou du patrimoine immatériel? Bon, découvrons ça avec notre prochain Kosasa. La langue n'a point le zoo. Non. Nous, langue de paye, on dirait. Langue de paye. Langue dans de le paye. sud. D'accord, et ça veut dire quoi? Ceux qui parlent et qui disent du mal de quelqu'un, c'est une langue de paye. Aïe, 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 ça, tout le monde est comme ça, madame. Quelle que ce soit la race, tout le monde est comme ça. La dit, la fait. Madame n'a trop, pour dire. Il connaît tellement, il dit trop de choses inutiles, notre fois, madame. Parler librement? Ah oui. Ouais. Ça peut être... Oui, parce que comme c'est tout mou. Ouais, ça peut faire ça. Je lui dis le blablabla, ça n'est cause. Laisse causer, la dit la fait, la langue n'a pas le zoo. Non, je sais pas, il y a un truc, peut-être on parle trop ou. Non, c'est ça? La langue n'a pas d'os. Je sais pas. Laisse causer, m'y pense. Les gens parlent beaucoup pour rien, souvent des voix. Donc on fait pas attention et on continue. Les propos ne sont pas toujours solides. Des personnes font courir une vague de fausses rumeurs sur une autre personne. Celle-ci ne peut contrer la vague, alors elle préfère laisser parler les mauvaises langues, car la langue n'a pas d'os. Ah, vous êtes venu m'instruire là. Nos expressions créoles, est-ce qu'il faudrait les patrimonialiser aussi? Bon, c'est l'occasion pour moi de lancer aussi la prochaine rubrique de notre invité chercheur qui nous parlera de la patrimonialisation. Alors nous accueillons sur le plateau Prosper Ève, qui est professeur émérite à l'Université de La Réunion. Bonjour. Marilyn Champignol, qui est présidente de l'association Cartélib. Bonjour Nathalie. À La Réunion. Bonjour. Donc Prosper, c'est un honneur de vous recevoir sur le plateau. Prosper, qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous pouvez nous expliquer au final les recherches que vous menez à La Réunion sur ce lien entre le patrimoine et l'histoire? Alors je situerai d'abord mes travaux. Oui. J'ai travaillé sur l'histoire politique, économique, sociale
également sur l'histoire religieuse, et notamment la religion populaire. Et j'ai investi aussi le champ de l'histoire des mentalités, donc, qui étudie donc les sentiments. Notamment, donc, j'ai été amené à étudier la mort. Et en travaillant sur la mort, eh bien, j'ai emprunté la voie de la patrimonialisation en étudiant l'archéologie funéraire. Donc, en faisant des visites de terrain, donc en voyant comment les constructions funéraires ont évolué dans les cimetières depuis le XVIIe siècle jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et donc, je veux dire par là que très vite, j'ai été amené à faire ce lien à travers mes travaux entre l'histoire et le patrimoine. Et tout à l'heure, dans la séquence précédente, on parlait de la nécessité non pas de protection, mais de sauvegarde. Et j'ai été amené, en travaillant d'ailleurs avec des étudiants sur un certain nombre de thèmes abordés, eh bien, à sauver quelques biens patrimoniaux. Dans le cimetière de Saint-Denis, on a un monument funéraire qui a été réalisé par des esclaves affranchis en 1849, donc juste après l'abolition de l'esclavage. Un prêtre, le père Alexandre Monet, avait travaillé ici, dans l'île, entre 1840 et 1845, mais à Saint-Denis entre 1840 et 1842. Eh bien, quand il meurt en 1849, alors qu'il a quitté Saint-Denis depuis 7 ans, eh bien, les esclaves de Saint-Denis, maintenant affranchis, ont gardé un tel souvenir de l'œuvre qu'il a menée, et parce qu'il a été considéré d'ailleurs par les Blancs comme le père des Noirs. Eh bien, ils ont décidé, lorsqu'ils ont entendu sa mort à Mayotte, à Dzaoudzi, eh bien, d'aller dans le cimetière de Saint-Denis pour construire un monument funéraire. Monument qui, au fil du temps, naturellement, s'est détérioré. Et notamment, ils avaient placé, c'est un monument en pierre, mais au-dessus, ils avaient placé une croix en fer. Avec le sel marin, tout cela avait disparu. Donc, des étudiants ont mené une action auprès de la municipalité il y a plus d'une quinzaine d'années pour que, eh bien, dans le cadre d'un 20 décembre, ce monument funéraire soit réparé et soit présentable, je dirais, au grand public. J'avais également détecté dans ce travail sur la mort, sur donc l'archéologie funéraire, j'avais détecté dans le cimetière de Saint-Denis un bien rare, la tombe d'une esclave, l'esclave Toinette. Et j'ai été particulièrement heureux de voir que, alors que j'avais publié le texte sur les cimetières depuis le début des années 90, l'année dernière, en 2020, eh bien, sa tombe, fin décembre, a été présentée en grande pompe, beaucoup de temps quand même. Hein. Et donc, plus d'une vingtaine d'années avant que, eh bien, on prenne conscience de la nécessité de sauvegarder, de mettre en valeur ce patrimoine. Et dans le cimetière de Saint-Paul, il y avait une tombe fictive, la tombe de la Buse, qui est d'ailleurs toujours une tombe fictive. Eh bien, pour réaliser cette tombe fictive, la pierre tombale d'une esclave avait été subtilisée et utilisée. C'est l'esclave Delphine, qui a obtenu le nom d'Élode lors de son affranchissement. Eh bien, c'est en 2019 que cette pierre tombale a été restituée à l'esclave Delphine Élode. Donc, on voit que l'historien, c'est vrai qu'il mène de la recherche, qu'il écrit, mais il peut aussi agir pour que les biens patrimoniaux soient sauvegardés et mis en valeur à seule fin que les jeunes générations puissent avoir des repères pour pouvoir parler de cette histoire, pour pouvoir s'approprier l'histoire d'une manière générale. Oui, c'est vrai que c'est important pour vous, hein, ces actions que vous menez concrètement sur le terrain et avec cette vision qu'on a en fait du chercheur qui est ancré sur le terrain et qui doit transmettre. Donc c'est vraiment une posture que vous utilisez depuis le début de vos recherches. Hein. Oui. Et l'occasion m'est donnée de dire que toujours avec les étudiants, après un cours,
des étudiants se sont mobilisés pour que les restes du poète Auguste Lacaussade, qui a été inhumé au cimetière Montparnasse, eh bien, reviennent dans son île natale et dans un cimetière qu'il connaissait, le cimetière. Donc, c'est un lieu, je dirais, qu'il aimait beaucoup, à Elbourg. Mais lui, il aurait voulu être inhumé dans un cimetière qui existait en son temps. C'était le cimetière de l'Ouest, à Saint-Denis, au bas du Cap Bernard. Mais ce cimetière n'existant plus parce qu'on a la caserne Lambert. Eh bien, il fallait trouver un lieu approprié. Et comme il avait demandé à son ami William Faulkner de venir vivre dans cette île, Faulkner est venu. Il a été inhumé dans le cimetière d'Elbourg. C'est pourquoi le maire de Salazie a accepté d'accueillir ses restes. Mais on voit bien là, c'est à partir d'une étude qui a été menée sur le poète Auguste Lacaussade, et bien qu'il y a une action patrimoniale qui a ensuite été menée, qui permet finalement à cette île, qui bien sûr l'a rejeté, parce que s'il a été inhumé à Paris, c'est tout simplement parce que il a subi le racisme et il a été obligé de s'exiler, de vivre dans l'exil et d'être inhumé finalement hors de sa terre natale. Mais, eh bien, je veux dire qu'au XXe siècle et au XXIe siècle, il était possible de réparer les erreurs commises dans le passé et le retour de ces restes dans cette île est un geste fort en termes de réparation. Donc on peut dire en fait que le travail que vous menez en tant qu'historien, c'est un travail qui va permettre de recontextualiser, d'aller... comment vous procédez? C'est un travail au niveau des archives? Comment ça se passe? D'abord, le travail des historiens, c'est bien sûr d'aller à la quête documentaire. Et c'est à la fin, c'est lorsque l'on a réalisé le travail, eh bien, qu'il y a des pans qui deviennent saillants et qui peuvent être ensuite, utilisés pour que l'on puisse doter cette île de biens patrimoniaux rares. Donc c'est un travail quand même conséquent que vous avez mené durant ces années pour donner du sens en fait, une approche historique au patrimoine que l'on a sur notre île. Oui. Et je veux dire, en général, les grandes figures de notre histoire ne sont pas toujours connues. Et le fait de mettre des bustes, ou de donner des noms de rues, etc., permet en fait de donner une certaine consistance afin que le public s'interroge et aille plus loin, et notamment les enfants. Donc, le fait de mettre un buste dans un parc ou d'attribuer un nom de rue sur un personnage particulier dans un théâtre particulier, eh bien, c'est extrêmement important pour faire naître ce que je dirais l'amour de l'île. Parce que c'est très important d'aimer son île pour trouver ensuite des solutions pour résoudre ces problèmes. Et les esclaves, souvent on a l'habitude de pleurer parce que leur sort était pénible, mais les esclaves avaient l'amour de l'île. Ils nourrissaient cet amour de l'île. Parce que s'ils n'avaient pas cet amour de l'île, le 20 décembre 1848, ils se seraient révoltés. Les Blancs croyaient qu'ils allaient se révolter. C'est l'amour de l'île qui les pousse à finalement protéger ce qu'ils avaient fait et à ne pas brûler. Alors qu'on disait qu'ils allaient tout brûler, tout incendier, tuer. L'abolition se passe dans le plus grand calme parce qu'ils avaient cet amour de l'île. Et cet amour de l'île, justement, vous essayez de transmettre cette histoire de l'amour de l'île dans des conférences que vous menez auprès des jeunes, auprès du grand public, à travers votre association, hein, c'est ça? Oui, alors l'Association historique internationale de l'océan Indien est une vieille association qui remonte au 1960. Et donc cette association a pour objectif de faire connaître l'histoire des pays de l'océan Indien, et bien évidemment l'histoire tragique de l'esclavage, puis ensuite l'histoire du système qui perpétue plus ou moins l'esclavage, l'histoire de l'engagisme. Et donc, pour multiplier les travaux, on avait, dans les années 80,
après un long temps de sommeil quand même, dans les années 80, on a mis en place un colloque par an pour donner une certaine vie à l'association. Et puis, depuis une douzaine d'années, on a mis en place une semaine de l'histoire de l'Indien en Océanie. Donc, pendant une semaine, les chercheurs de notre zone, mais en fait les chercheurs du monde entier, travaillent sur l'Indien en Océanie. Et en général sur 3 thèmes. En principe, le début de la semaine, les 2 premières journées, c'est un colloque, un thème. La deuxième semaine, les 3 prochains jours, 3 autres jours, c'est un autre thème. Et la dernière journée, c'est toujours consacré à la question de l'esclavage. Parce que c'est bien sûr, ça se déroule à la 3e semaine du mois de novembre, donc assez proche du 20 décembre. Et une association historique internationale de l'océan Indien ne peut pas organiser une semaine de l'histoire sans parler de l'esclavage. D'autant plus que, si on regarde le dernier ouvrage qui a été publié sur le monde des esclavages, eh bien, l'océan Indien est presque absente. D'accord ? Ça, c'est vraiment, l'océan Indien apparaît à dose homéopathique. Et donc, il est urgent de multiplier les travaux pour que cet espace indien-océanique devienne visible et qu'on ne parle plus uniquement de ce qui se passe du côté des Antilles, de l'Atlantique, mais qu'on regarde aussi ce qui se passe ici. Cette histoire est extrêmement riche et l'Association historique internationale de l'océan Indien a effectivement cette tâche-là, cette lourde tâche, parce que même si elle œuvre et elle multiplie depuis au moins une douzaine d'années les travaux, puisque on a une semaine où l'on en parle, on réunit au moins 30 à 35 chercheurs, eh bien on voit que ce n'est pas suffisant, parce que lorsqu'on écrit en Europe un ouvrage sur l'esclavage, eh bien on ne ressent pas l'intérêt de faire appel aux chercheurs de cette zone d'une part, mais d'autre part, grâce aux travaux existants, de réaliser des synthèses et puis de faire figurer correctement l'océan Indien comme tout autre espace. Voilà. Donc rendre visible effectivement notre histoire, notre patrimoine, être présent en fait, notre parole doit être présente effectivement sur les différents colloques. Donc c'est aussi une action que vous menez à la dimension sur des recherches au niveau du patrimoine avec l'association Quartier Libre aussi. Hein. Oui, étant donné qu'on est une association historique, on ne peut pas rester aux abonnés absents, être aux abonnés absents, lorsque d'autres associations travaillent sur ce même champ. Et donc, comme l'association présidée par Marilyn Champignol, l'association Quartier Libre, Mémoire, Patrimoine Océan Indien, a eu l'occasion de fêter le Toussaint Louverture Day pour mettre en valeur un personnage historique, de grande envergure, Toussaint Louverture, personnage assez méconnu quand même ici à La Réunion. Eh bien, l'Association historique internationale ne pouvait que soutenir ce type d'opération puisque l'esclavage que l'on connaît ici se situe dans ce qui a été subi par l'ensemble des peuples qui ont connu l'esclavage. Je veux dire, je parlais tout à l'heure d'Auguste Lacaussade. Auguste Lacaussade, alors que l'on a l'habitude de présenter le marron, l'esclave marron, sous l'angle le plus négatif. C'est un incendiaire, un criminel, un déstabilisateur de l'ordre social. Auguste Lacaussade demande aux Polonais qui sont en train de se battre pour libérer leur pays de prendre en Chine comme modèle. Donc, Auguste Lacaussade a une image de l'esclave marron, une image extrêmement positive. Cet esclave mène un combat pour la liberté. Eh bien, il dit aux Européens qui luttent, et là il s'agit des Polonais, leur pays a été occupé par les Russes.
ils sont en exil, les intellectuels sont en exil, eh bien, ils demandent à ces intellectuels de prendre un esclave marron de la Réunion comme modèle pour continuer leur combat et libérer leur pays, la Pologne. Donc du coup, l'action que vous menez en fait, avec Quartier Libre, nous avons la représentante, la présidente Marilyn Champignol. Donc Marilyn, en fait, cette association, elle est présente sur la Réunion depuis combien de temps et quelles sont les actions qu'elle mène? Oui, l'association existe depuis 2014. En fait, ça, c'est la poursuite, la continuité du combat de Sudel Fuma. C'est lui qui, en fait, avait mis en exergue la valorisation du site. Et donc, depuis 2014, et ça nous amène aussi, comme Prosper l'a dit récemment, donc à faire des colloques. Donc, nous étions, des conférences, etc. Dans un premier temps, en fait, nous sommes allés sur un recours judiciaire. Donc, il a fallu, dans ce recours, évidemment, sensibiliser les personnes sur l'aspect patrimonialisation, comme vous avez dit récemment. Nous sommes bien dans la patrimonialisation de l'esclavage. Et ensuite, dans un deuxième temps, nous sommes maintenant dans ce qu'on appellerait l'appropriation du site, donc de l'histoire. Et c'est pour ça, en fait, on organise avec une équipe pluridisciplinaire dont Prosper Rêve y participe grandement dans la validation des documents. Donc c'est vrai que moi je suis plutôt la coordinatrice dans l'association. Je prends les contacts, je rassemble, je fais un certain nombre de choses, mais c'est validé par Prosper Rêve, qui est notre référent scientifique, avec un ensemble de chercheurs. Nous travaillons sur les différentes thématiques. Et ces différentes thématiques, d'ailleurs, sur quel site vous travaillez à l'heure actuelle? Nous nous sommes centrés sur tout ce qui est l'histoire des systèmes carcéraux. Et donc les premières conférences, c'était donc regard croisé sur l'histoire et l'architecture carcérale de la geôle de Saint-Denis. La deuxième conférence, nous sommes allés sur je regarde mes notes parce que je ne voudrais pas dire. Vous faites beaucoup d'actions d'ailleurs. Oui, parce qu'il y a donc la deuxième conférence, c'était donc sur Toussaint l'ouverture Day et l'histoire des systèmes carcéraux, liberté et enfermement. Et là, effectivement, on a convié un certain nombre de chercheurs internationaux, donc du Bénin, Haïti, zone océan Indien, etc. Et récemment, donc c'était au mois d'octobre, on est allé sur l'histoire des systèmes carcéraux, liberté et enfermement dans les pays de la zone océan Indien, et toujours sur la même thématique. Donc on avance vers cette fois-ci la condition des détenus du 18e, 20e siècle, 17e, 20e siècle, pardon. Vous avez ramené d'ailleurs une série de photos, de sites que l'on peut voir, et ces différentes en fait photos sur l'univers carcéral. En fait, je me posais cette question justement sur la manière donc de montrer le site et ensuite de le valoriser pour l'amener à la patrimonialisation. Quelles sont les étapes en fait qu'on peut avoir sur la patrimonialisation de ces sites? Parce que c'est bien ça en fait la sensibilisation que vous avez sur le terrain. Eh bien, déjà les sites, le site, nous l'avons visité. Nous avons passé 3 journées avec un expert mandaté par le tribunal. Et donc là, vous voyez bien sur le site, on a, c'est un peu défraîchi, mais on voit bien qu'il y a de la matière. Là, c'est la prison Juliette Dodu. C'est la prison Juliette Dodu. Là, ce que vous voyez là, de chaque côté, il y a ce qu'on appellerait des anneaux. Donc, c'était l'entrée principale où les charrettes arrivaient en amenant les prisonniers. Donc les charrettes étaient attachées de chaque côté
Et en fait, il y avait peu d'espace pour que les personnes s'enfuient du coup. Donc c'est la largeur d'une charrette. Et donc on a tous ces éléments-là. Là, c'est la prison. Je pense que c'est à l'étage au niveau de la prison des femmes. Et on a vraiment des choses. Et là, vous voyez. Donc là, on a aussi des graffitis. On a des inscriptions où les prisonniers, ils évacuent un peu leurs états d'âme. Donc c'est fort comme message. Donc je ne sais pas si vous l'avez lu ou pas, mais c'est très fort. C'est-à-dire que les prisonniers, ils sont vraiment dans une dimension de se dire qu'ils n'ont pas demandé à être là, et en même temps ils s'interrogent. Donc voilà, il y a tout ça dans ce site qu'il faut vraiment. On pense qu'il faut valoriser et en même temps, d'après ce que disait l'expert qui a travaillé pendant 3 jours sur le site, il y a moyen avec des menus travaux, de faire visiter tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis, on voit bien que l'enceinte de la prison Juliette Dodu, le mur a été construit par les esclaves, et c'est un mur, finalement, si on s'en donne un peu les moyens, eh bien, on pourrait retrouver un mur un peu comme le restaurant de la Bois-Donnée. C'est-à-dire c'est un mur de basalte, et donc ça ne pourrait que embellir le site et la ville, au lieu de voir les murs tomber avec le crépi défraîchi. Maintenant, j'ai vu qu'il y avait aussi des graffitis, donc voilà, c'était... Donc voilà, il y aurait des choses à faire, et c'est pour ça, nous, petite association, avec les associations qui nous entourent, notamment Prosper, eh bien, on fait un travail de valorisation, et on travaille aussi avec l'international et le national. Donc certains nous ont contactés, donc des pays africains assez lointains, donc comme nous sommes aussi visibles sur Facebook. Et donc, on est en train de faire un travail commun, en partenariat, et tout ça pour amener à ce que ce site soit connu et reconnu déjà par les Réunionnais eux-mêmes. Voilà. Donc effectivement référencer, donc par le travail de l'historien, rendre visible, en parler aux autorités, en parler en fait à la population. C'est vraiment en fait tout ce processus qu'on a sur la patrimonialisation pour amener en fait un site à être patrimonialisé, et puis surtout pour qu'on puisse être sensibilisé. Prosper, vous l'indiquiez, que les générations en fait puissent prendre en considération l'importance de notre patrimoine à La Réunion, et qu'on soit visible de manière internationale. Donc ça, c'est vraiment un point qui est important. Donc la prochaine étape, c'est l'année prochaine, non ? Un colloque international ? Oui, alors l'année prochaine, parce qu'en fait, nous, alors ce qu'il faut savoir, c'est que tout le travail qu'on fait, c'est un travail pour la génération actuelle et la génération future. Et donc le colloque se tiendra l'année prochaine, au mois d'octobre, compte tenu que avec tout ce qui va y avoir lieu très prochainement. Donc, on a programmé début octobre. Et donc, on part sur, comme je disais, l'histoire des systèmes carcéraux, la condition des détenus. J'avais dit 17e, c'est 16e et 20e siècle. Voilà. D'accord, très bien. Et donc, Prosper, on vous retrouve aussi sur ce colloque, alors ? Oui, en fait, puisque on assure avec d'autres historiens le suivi scientifique et l'organisation du colloque. Comme je disais, lorsqu'on met en valeur un site, il faut que l'histoire du site soit clairement identifiable, et il faut qu'il y ait de la matière, ne serait-ce que pour qu'on puisse constituer des banques de données accessibles au plus grand nombre, donc aux visiteurs de l'espace. Donc, le travail scientifique à faire est un travail qui est nécessaire et naturellement bénéfique. C'est un sujet de recherche comme tout autre sujet de recherche. Et il n'y a pas de sujet noble en histoire et de sujet ignoble. Tous les sujets sont dignes d'intérêt, et l'histoire est ce qu'elle est
avec ces temps de crise et ces temps de succès économique. Et donc, il n'y a pas de... Dans toute vie humaine, la vie humaine n'est pas une vie tranquille. Hein, et donc, l'histoire de tous les pays est la même. C'est-à-dire, il y a bien sûr des temps de prospérité et puis des temps de difficulté, des temps de crise. Et il faut admettre l'histoire telle qu'elle est, sans essayer de tricher, de corriger ou de la rectifier. Et donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait donc un certain nombre d'activités sur ce thème particulièrement, parce que c'est au cœur de Saint-Denis. Et à travers ce bâtiment, il y a toute une partie de l'histoire de la ville qui se trouve là, puisque le tribunal étant là au départ, donc l'histoire judiciaire commence là. Et ensuite, le tribunal se détache et l'histoire pénitentiaire continue. Donc, avant que le système carcéral lui-même migre ailleurs. Et donc, et même dans la ville, il y avait d'autres lieux d'incarcération, puisque à un moment donné, on a essayé de protéger les femmes, donc en séparant les femmes, et puis on a essayé de protéger aussi les enfants, donc en protégeant les enfants, donc en installant du côté de la Providence un centre pénitentiaire pour les jeunes. Et ensuite, lorsque il y a eu également des tensions là, mais il y a eu aussi des maladies, eh bien, pour essayer de protéger les enfants qui étaient là, on a créé le site de l'État Guillaume. Donc, on a, en lien avec ce qui se passait donc dans cette rue du Conseil, eh bien, on a d'autres espaces qui ont été implantés dans la ville à seule fin que les conditions des minorités, de ceux qui étaient plus en danger, eh bien, puissent être aussi pour qu'ils soient protégés. Donc c'est comme ça que l'histoire en fait se dilue et elle devient de plus en plus complexe. Voilà. Donc histoire et patrimoine. Donc merci beaucoup Prosper et merci beaucoup Marilyn pour cette présentation. Merci Nathalie. Alors c'est l'occasion pour moi de terminer en fait cette émission en accueillant sur le plateau notre invité. Comme nous avons toujours l'habitude en fait d'avoir des invités chanteurs et compositeurs, donc d'accueillir pour terminer cette émission Alexandre Saya. Bonjour Alexandre. Bonjour, comment il est ? Il est là. Merci Alexandre de votre présence en fait sur le plateau. C'est vraiment un honneur pour nous de vous mettre en avant justement et puis de découvrir votre univers musical qui est au final un univers qui va mixer en fait qui va nous faire découvrir un nouveau genre musical, ce que vous appelez le M-Bass. Qu'est-ce que c'est ? Alors le M-Bass. Oui. Le M-Bass, c'est un mot valise que j'ai composé qui s'appelle en fait Maloya Bass. Parce que ma fusion musicale, c'est le mélange de la musique traditionnelle de La Réunion, donc le Maloya, avec les musiques électroniques. Mais le mot électro, en fait, me convenait pas trop, donc j'ai préféré appeler ça basse, et comme ça, on sait qu'il y a de la basse aussi dedans. D'accord, donc c'est vrai que c'est un terme assez original, et puis derrière, en fait, ce nouveau terme musical, l'idée quand même, c'est de faire perdurer le Maloya, hein, c'est ça ? C'est ça, en fait, c'est de proposer une nouvelle branche au Maloya, parce qu'il y a beaucoup de fusions qui sont faites dans le Maloya. Et cette version que je propose, c'est d'emmener un nouveau fruit dans ce bel arbre qui est le Maloya. D'accord, et vous participez beaucoup, enfin vous avez un projet, Maloya vers le futur, que vous proposez aux écoles. En quoi consiste le projet ? Maloya vers le futur, c'est un atelier pédagogique, spectacle pédagogique aussi, que je propose dans les écoles ou bien en salle. Où là, on va retracer toute l'histoire du Maloya depuis le début jusqu'à aujourd'hui, et avec l'idée de poser la question aux enfants, qu'est-ce qu'on va faire avec ce Maloya-là ? Moi, j'ai fait ma version,
Mais demain, ça va être autre chose. Et peut-être ça va être encore plus proche de la racine, ou peut-être ça va être encore une autre branche qui va s'ouvrir. Ça, c'est la question, quoi. Alexandre, on en a discuté, vous avez beaucoup voyagé aussi. Vous avez fait un tour au Mozambique et en Afrique du Sud. Est-ce qu'il y a des similitudes ou bien des influences que vous prenez aussi dans votre univers musical? Oui, totalement. Alors, moi, déjà, j'adore voyager. Et donc, la musique, ça me permet de voyager. Et d'aller au Mozambique, on pense en fait découvrir quelque chose de différent. C'est sûr, on va se confronter à quelque chose qui ressemble pas à La Réunion en entier, mais en vrai, il y a beaucoup de similitudes, notamment par le kayambe. Là-bas, ils appellent ça le chikiti, qui est un instrument traditionnel du Mozambique. Et on voit que le pont est vraiment là, en vrai, et que cette racine mozambicaine, même si elle n'est pas dite dans les écrits ou assez fort, on ne peut pas l'effacer. Et justement, peut-être qu'il est là maintenant, il est temps de valoriser cette racine africaine qu'on a à La Réunion dans notre culture créole. Donc cette racine africaine que vous voulez valoriser. Donc vous avez sorti en 2021 un remix, Saya Remix Contexte, c'est une compilation avec différents DJ et beatmakers de Lille. Et puis c'est une adaptation de l'album Demain, c'est ça? C'est ça. En fait, ça s'est passé pendant le confinement. Pendant le confinement, on était tous enfermés chez nous et on avait tous envie de faire de la musique. Et donc ce que j'ai proposé, c'est de mettre les acapella en ligne, et ceux qui voulaient remixer, faire leur version, ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient avec. Et ça a fait une session avec 7 propositions à peu près, dont Jesus, Books Brown, Mikey Mike et d'autres beatmakers de La Réunion. On a fait à la fin, parce que tout ça se passait en live, à la fin, ils m'ont dit qu'est-ce qu'on fait? On en fait un autre. Et ça a fait sur 3 volets. Puis au final, on a sorti une compilation avec ça qu'il faut. Et ça a fait le Saya Remix Contest, qui sont des morceaux remixés de l'album Demain qui est sorti, lui, en 2018. Donc vous êtes signé chez Sakifo Talent. On va vous voir le 10, 11 ou 12 au Sakifo? Alors, il faudra être encore un peu patient pour me voir sur la scène du Sakifo. Mais je pense que bientôt, en fait, faut regarder un peu les pages et tout ça. On sera bientôt sur scène. Là, on attend plutôt 2022 pour rejouer, pour relancer tout ça. Mais c'est avec impatience qu'on va donner tout, parce que tous mes morceaux, en fait, étaient prêts juste avant le confinement. Et du coup, j'ai dû attendre que tout se remette un petit peu en place, voir un peu, pour pouvoir les sortir. Et on espère bientôt pouvoir proposer ça, ouais. Donc aujourd'hui, on va entendre Zoli's Enfants. C'est quoi votre univers musical? Qu'est-ce que vous racontez derrière Alors Zoli's Enfants, c'est... Là déjà, ça va être un extrait, hein, parce qu'en vrai, ce morceau-là, en live, je le joue, ça prend vraiment beaucoup de temps pour s'installer, tout ça. C'est vraiment une chanson qui invite à prendre son temps. Surtout aujourd'hui où tout va très vite, où on est dans l'instantané, dans la 5G bientôt, tout est connecté, tout va très vite. Pourtant, je fais du Maloya électro, c'est-à-dire que je suis dans le futur, mais en même temps, je pose la question, quel futur, où est-ce qu'on va avec cette technologie-là? Et est-ce que des fois, ce serait pas bien justement de faire comme on faisait avant, lever le pied, et puis d'apprécier les bonnes choses et les bonnes personnes avec qui on est? On est vraiment impatients de découvrir ce morceau, Zoli's Enfants. Donc je vous laisse vous installer sur le plateau. Le temps de remercier et de clôturer cette émission en remerciant l'équipe de l'Institut du numérique et la DAMAN de l'Université de La Réunion. C'est l'occasion aussi de remercier tous mes intervenants, donc pour mes rubriques, et les invités, ainsi que les étudiants pour leurs vidéos. Et puis, bien sûr, de remercier la société Nawar pour toutes les vidéos qu'ils ont effectuées pour l'émission. Et je vous dis à bientôt
en finissant avec cet univers volcanique et musical de notre invité. Moi l'amour, mais l'amour vous connaît amener. Tipa tipa mon amour, l'amour de la case où aller grandir. Oui que moi l'amour, mais l'amour vous connaît amener. Tipa tipa mon amour, l'amour de la case où aller grandir. Faut prendre le temps, fais les enfants. N'apprends le temps, fais les enfants. Le temps fait les enfants. Faut prendre le temps fait les enfants. N'apprends le temps fait les enfants. Faut prendre le temps fait les enfants. N'apprends le temps fait les enfants. Faut prendre le temps fait les enfants. N'apprends le temps fait les enfants. Faut prendre le temps fait les enfants. N'apprends le temps fait les enfants. Faut prendre le temps fait les enfants. N'apprends le temps fait les enfants. Faut prendre le temps fait les enfants. N'apprends le temps fait les enfants. Faut prendre le temps fait les enfants. N'apprends le temps fait les enfants. Faut prendre le temps fait les enfants. N'apprends le temps fait les enfants. Il va danser Maloya dans notre cabaret. Il va danser Maloya dans notre cabaret.
va danser Maloya dans le cabaret. Mon enfant, il va danser Maloya. Il va danser Maloya dans le cabaret. Il va danser Maloya dans le cabaret. Il va danser Maloya dans le cabaret. Il va danser Maloya dans notre 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 cabaret. Un, deux.